de laïcité, non, désolé, je ne peux pas trop discuter avec vous. Okay. Non, on parle de laïcité, mais en même temps d'universel. Oui. Mais de quel universel parle-t-on? Est-ce qu'on a encore vraiment défini tous les besoins, toutes les qualités, les capacités et les limites humaines qui soient vraiment avec un sens commun à tous? Ou bien est-ce qu'on est dans un universel occidental? Enfin, voilà, quoi. Il y a un tas de questions derrière. Il n'est pas sûr qu'on ait encore une bonne définition de l'universel. Alors, c'est Stéphane Schott, justement, qui se demande quelle universalité pour les valeurs de la République. Je vais lui laisser la parole. Stéphane. Stéphane est parti aussi? Non, je suis là. Merci. Merci beaucoup. Et je me permettrai aussi de revenir sur la question de la laïcité à la fin de mon propos. J'en ai fait une sous-partie, sachant que je savais que Jean-Marie en parlerait. Du coup, je n'ai pas posé des questions maintenant sur ce point, donc je me réserve un temps à la fin de mon intervention. Donc, quelle universalité pour les valeurs de la République? Je mets entre guillemets les valeurs de la République, ce sera l'objet principal de mon intervention. J'ai droit à peu près une demi-heure de parole, Si. de temps de parole. Est-ce que tu veux démarrer maintenant? Ah ben, c'est ce qu'on m'a. Ah non, je ne sais pas, c'est ce qu'on m'a Oui. demandé Nadine, je crois. Oui, ben moi, je pensais, comme Lynn n'était pas là, je pensais qu'on allait démarrer directement avec Stéphane. Ok, ben écoute, je te laisse officier, hein, il n'y a pas de problème. Et puis, éventuellement, on pourra continuer à croiser éventuellement des questionnements. Oui, je pense. Oui, exactement. Parce que c'est commun, c'est des sujets communs. Oui, oui, je pense qu'on va très largement, on va en partie, en tout cas, on va aborder des questions qui se rejoindront. Oui. Donc, quelle universalité pour les valeurs de la République? Donc, l'année dernière, à l'occasion des 12e journées Actualité Marx et Nouvelles Pensées Critiques, j'avais choisi de parler de la transformation des institutions en utilisant le droit comme instrument de critique du discours politico-juridique lui-même. Alors, c'est dans cette perspective comparable, c'est-à-dire l'analyse juridique des discours, que j'aborderai aujourd'hui une question que je m'apprêtais à traiter, celle des valeurs de la République, mais que l'invitation de Dominique Belougne me permet d'aborder selon un axe non prévu au départ, celui de l'universalité. Par conséquent, je remercie Dominique à double titre de m'avoir convié une nouvelle fois à ces rencontres. D'une part, en raison de leur richesse intrinsèque et du simple plaisir de pouvoir prendre le temps de se revoir et de revoir certains d'entre vous que j'ai déjà vus, de rencontrer d'autres personnes. Et d'autre part, de manière plus égoïste, parce que cette invitation à réfléchir dans le cadre de ces rencontres m'a fait avancer dans mes propres recherches et m'a obligé à faire de la recherche parce que je n'ai plus le temps, malheureusement, à cause des charges administratives qui n'arrêtent pas de s'accumuler et d'autres problèmes liés à Zoom qu'on utilise, etc. Tous les problèmes liés à nos problèmes récurrents. Mais ça, c'est un autre souci. Donc, merci Dominique. L'expression valeur de la République est utilisée très fréquemment dans le discours politique français, souvent de manière indéterminée. On peut le vérifier en particulier dans les déclarations des membres de l'exécutif au sens large. Ces dernières semaines, ces derniers mois, j'aurais dû le dire à l'envers, donc ces derniers mois, ces dernières semaines, voire ces derniers jours. Ça s'accélère. Et si cette expression est à ce point ancrée dans le langage aujourd'hui, c'est sans doute aussi parce que depuis 15 ans, la transmission des valeurs de la République fait partie intégrante des programmes scolaires. On a parlé de l'école déjà. L'école me semble effectivement centrale.
De manière plus générale, la nécessité même pour le pouvoir exécutif de marteler toujours et encore ce message plus insistant de jour en jour autour des valeurs de la République témoigne, à vrai dire, que le message ne passe pas, que ces valeurs ne sont pas universellement partagées au sein de la société française, qui se caractérise au contraire par des clivages profonds et justement par des conflits de valeurs. Et ce n'est certainement pas un discours répétitif et continu sur ces valeurs de la res publica, de la chose commune, qui sont donc réputées universelles au sein de la société, qui réduira ces conflits de valeurs. Un tel discours constitue un déni de réalité. Faute d'universaliser les valeurs de la République, il exacerbera les clivages au sein de notre société. Que restera-t-il alors de l'universalité des valeurs de la République? Comment construire ou reconstruire la République s'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de consensus moral sur lequel fonder le pacte social? Les valeurs renvoient en effet à rien d'autre qu'à la morale. Et d'ailleurs, faut-il réellement fonder la République sur l'universalité d'un consensus moral? Cet objectif n'est-il pas inévitablement voué à l'échec? La difficulté est liée, selon moi, vous l'aurez compris, à la collision ou à l'entrelacement, à l'entremêlement entre le droit et la morale, qui ne font pas toujours bon ménage, surtout quand on ne sait pas faire la part des choses. Et c'est bien là le problème, dans les deux champs où j'ai puisé les exemples sur lesquels je travaille. Je vous livre ici aujourd'hui quelques pistes d'un travail en cours. Et ces deux champs, ce sont les discours politiques et les programmes scolaires auxquels je commence à m'intéresser depuis cette année en raison d'une réorientation pédagogique et de recherche. Je suis maître de conférence en droit public, mais depuis cette année, j'ai décidé de faire la moitié de mon service statutaire à l'INSPE de l'Académie de Bordeaux, ex-IUFM, ex-SP, ex-École normale. C'est-à-dire que j'ai décidé d'aller sur le terrain dans la continuité d'une ouverture sur le monde réel, non universitaire, que j'ai commencé en 2019 dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, où j'ai décidé d'écrire en direction de la vraie vie. Et la suite logique, ça a été effectivement d'aller maintenant sur le terrain et de former, entre autres, les professeurs du premier degré. Et donc, j'ai fait la semaine dernière, des visites dans les classes de petite section maternelle, de moyenne section maternelle, de CE2. Voilà, donc j'apprends un nouveau métier. Et donc, je vais voir dans les programmes scolaires ce qui s'y passe. Et c'est très, très intéressant et très révélateur et très formateur. Et mon approche critique du droit et mon analyse juridique, ma méthode d'analyse juridique des discours divers et variés, politiques, médiatiques, juridiques eux-mêmes, discours juridiques eux-mêmes, est particulièrement intéressante lorsque je l'applique au programme scolaire. Alors, je n'aurai pas le temps trop aujourd'hui de rentrer dans les détails, mais ça fera l'objet de travaux ultérieurs. Les programmes scolaires relevant eux-mêmes du domaine juridico-politique, administratif, ils sont de la compétence du pouvoir exécutif et du point de vue formel, ils sont publiés au bulletin officiel. Alors, je vais aborder dans un premier temps, ce sera l'objet de ma première partie, je vais faire un exposé en deux temps. Dans un premier temps, je vais aborder
l'indétermination, les incohérences et les risques d'une approche juste naturaliste, donc d'une approche de droit naturel, et universalisante des valeurs de la République. Donc, indétermination, incohérence et risque d'une approche juste naturaliste et universalisante des valeurs de la République auxquelles se prêtent, de manière plus ou moins consciente, les différents acteurs de la scène politique. Donc, dans un premier temps, je vais prendre des exemples dans le champ politique et après, je m'intéresserai un peu plus rapidement au programme scolaire. Donc, dans le champ politique, je prendrai essentiellement des exemples de discours du président de la République, mais on pourrait prendre des exemples chez d'autres hommes politiques. Alors, premier exemple, un discours d'Emmanuel Macron du 2 octobre 2020, qu'il a tenu. Donc c'est un discours qui a été suivi d'une conférence de presse depuis les Mureaux de octobre 2020. La République en acte, discours du président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes. Alors, depuis, on parle un petit peu moins de séparatisme, hein, vous ne l'aurez pas, enfin, ça ne vous aura pas échappé. Ce discours s'inscrit dans la continuité de plusieurs annonces qui avaient été faites depuis au moins début 2020. Et ce discours va aboutir dans les tout prochains jours à l'examen du projet de loi confortant les principes républicains. Hein. Ça ne s'appelle plus le projet de loi de lutte contre les séparatismes. Hein. On a changé de nom, hein, vu ce qui s'est passé entre-temps. Alors, dans ce discours, l'expression « valeur de la République », c'est un discours assez long, il est prononcé à 6 reprises par le chef de l'État. Et on peut rajouter à ces 6 occurrences de l'expression « valeur de la République » 7 occurrences du terme « valeur » au pluriel, sans association explicite avec la notion de République. Sachant que le terme « valeur » au singulier n'apparaît jamais. Le terme « valeur » au pluriel est généralement synonyme de « valeur de la République ». Donc, valeur de la République ou valeur au pluriel apparaît de manière assez significative dans ce discours. Alors, si on prend les exemples, je ne vais pas vous citer à chaque fois tout le paragraphe dans lequel ça apparaît, mais simplement pour vous montrer dans quel contexte et avec quel autre terme ou expression cette expression valeur de la République est en connexion. Quelques exemples, donc toujours dans ce même discours du 2 octobre. Valeur de la République apparaît par exemple en lien avec loi de la République, dans un premier paragraphe. Donc loi de la République où est nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine. Dans un deuxième paragraphe, plus loin, les valeurs de la République et les exigences minimales de la vie en société. Donc là, c'est déjà plus indéterminé, c'est moins précis. Plus loin dans le discours, l'école doit d'abord inculquer les valeurs de la République et non celles d'une religion, former des citoyens, non des fidèles. Donc là, on voit le lien avec la laïcité. Plus loin dans le discours, donc là, on a l'emploi de l'expression dans un sens très indéterminé. Notre contrôle sur la nature de ce qui est dit, les actions qui y sont menées, le respect des valeurs de la République chez toutes celles et ceux qui les portent et les font vivre. Il s'agit de contrôler les actions des associations qui sont financées, etc. Voilà. Donc là, les valeurs de la République dans un sens indéterminé. De même que dans l'occurrence suivante,
Enfin, l'ambition de former et promouvoir en France une génération d'imams, mais aussi d'intellectuels qui défendent un islam pleinement compatible avec les valeurs de la République est une nécessité. Hein, donc ça, c'est aussi un projet qui est dans la loi, dans le projet de loi qui va être examiné dans les prochains jours par le Parlement, la formation. Donc là aussi, compatibilité avec les valeurs de la République, mais sans plus de précision dans le paragraphe. Hein, donc là, indétermination, hein, sans plus de précision. Donc là aussi, volonté de moraliser la formation des imams qui, bien entendu, n'ont pas la même morale que la morale républicaine. On parle bien de valeurs, donc on est dans le domaine de la morale. Et c'est bien ce qui est problématique. Enfin, dernière occurrence, avant-dernière occurrence de ce discours, Emmanuel Macron évoque une vraie politique de connaissance des langues et des civilisations en lien avec l'école, où des enseignants doivent, etc. Mais ces enseignants, là je paraphrase, des enseignants dont, je cite, nous savons qu'ils respectent les valeurs de la République. Donc là, il faudra que ces enseignants, donc je ne sais pas comment il va faire, Emmanuel Macron, il faudra les tester, il faudra les faire passer, je ne sais pas, un détecteur de mensonges, voir s'ils respectent bien les valeurs de la République. Donc là, on va je ne sais pas, on va trouver une astuce, un appareil. Voilà. Et dernière, non, pardon, c'est plus Emmanuel Macron. Donc voilà pour ce discours, premier exemple. Donc, on avait une occurrence au début où une occurrence qui était liée à des principes juridiques, et le reste, indétermination totale. Autre exemple, Gérald Darmanin, qui entend, lui, lorsqu'il a été auditionné par le Sénat le 25 novembre 2020, sur le projet de loi de finances pour 2021, il entend, je le cite, « imposer les valeurs de la République sur tout le territoire et lutter contre les dérives séparatistes et contre l'islam radical. » Voilà, c'est clair, c'est dit. Par contre, quelles sont ces valeurs de la République? On n'en sait rien. Donc, les propos ont été rapportés par Public Sénat le 25 novembre, lorsqu'il a été auditionné par le Sénat. Enfin, dernier exemple que je vous citerai, donc ça a été publié sur la page Facebook d'Emmanuel Macron le 27 novembre 2020. Alors, je ne suis pas un follower d'Emmanuel Macron, mais je suis allé chercher en fait quand même pour voir ce qu'il a dit suite à l'agression de Michel Zecler par les policiers. Donc, le 27 novembre 2020, Emmanuel Macron écrit la chose suivante. Les images que nous avons tous vues de l'agression de Michel Zecler sont inacceptables, elles nous font honte. Donc, c'est la première phrase. Et la toute dernière phrase de son texte sur Facebook, le respect des valeurs de la République et la déontologie doivent être au cœur de l'engagement de toutes nos forces de l'ordre. Voilà. Et la juxtaposition de l'expression valeur de la République et déontologie est intéressante, parce que la déontologie, ce n'est pas du droit, enfin, c'est du droit mou. Enfin, et donc là, il y a aussi quelque chose qui va dans le sens du côté moral de l'expression valeur de la République. Voilà, pour ces exemples. Alors, il y avait, je citerai rapidement, un autre membre de l'exécutif, mais qui est plus bas dans l'échelle, c'est le préfet l'Allemand. Le préfet l'Allemand, qu'on a connu à Bordeaux, à une autre époque, en 2019 justement,
qui a laissé quelques traces malheureuses, rue Sainte-Catherine notamment. Le préfet l'allemand, c'est rapporté par les dernières nouvelles d'Alsace, que j'ai lu il y a certaine époque. On pourra en parler tout à l'heure, Jean-Marie, par rapport à l'Alsace, la laïcité. Le préfet allemand, il a envoyé un courrier aux policiers, et dans son courrier, alors lui, il ne parle pas de valeurs républicaines. Il emploie une autre expression, et c'est assez intéressant. C'est peut-être plus direct et peut-être plus efficace. Au moins, il va droit au but, parce qu'il demande aux policiers, dans la lettre qu'il leur a adressée, il leur demande tout simplement de tenir la ligne jusqu'au bout. Au moins, c'est clair. Hein. Tenir la ligne, c'est un langage guerrier. Alors, je n'ai pas vu la lettre en entier, donc peut-être le contexte, peut-être que j'interprète mal. Là, je nuance mon propos. J'interprète peut-être mal. Hein. Je n'ai pas lu la lettre. C'est un extrait d'un article de journal. Je surinterprète peut-être. Alors voilà, dans le discours politique, on note effectivement cette indétermination à quelques exceptions près. Bon, on pourrait multiplier les exemples pour creuser et affiner cette analyse. Qu'en est-il des programmes scolaires? Alors, là, je ne vais pas aller dans le détail. Simplement, la première chose qu'il faut souligner, c'est que l'article L111-1, alinéa 2 du Code de l'éducation affirme la chose suivante. Donc ça, c'est dans la loi. Et donc là, on est sur quelque chose de... On est sur du lourd. Hein. Je cite. Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Donc ça, c'est dans la loi. La loi nationale, la loi de la République elle-même, fixe comme mission première à l'école. C'est pas rien. Hein, c'est pas d'apprendre à compter, à lire. La mission première de l'école, c'est de faire partager aux élèves les valeurs de la République. La loi ne précise pas quelles sont ces valeurs de la République. Mais c'est la mission première de l'école. Alors je me suis demandé qui a eu cette idée folle d'inscrire dans le Code de l'éducation cette drôle de disposition. Donc je suis remonté dans le temps et quelle ne fut pas ma surprise, enfin, qui ne m'a finalement pas étonné, c'est le ministre de l'Éducation nationale de Nicolas Sarkozy, François Fillon, qui a modifié le Code de l'éducation et qui a inscrit cette disposition donc en 2005. Donc c'est la loi du 23 avril 2005 de refondation de l'école, je crois que c'est ça son nom, qui a modifié cette disposition du Code de l'éducation et qui a introduit cette mission première de l'école qui est de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Ça date de 2005 et de cette époque. Donc ça fait 15 ans. Et donc ça vient de là. Voilà. Alors, donc avant de rentrer dans les programmes scolaires eux-mêmes, donc j'y rentrerai pas, hein, parce que je n'aurai pas le temps, sinon je ne pourrais pas traiter du tout ma seconde partie, comme l'année dernière, où je n'ai pas du tout traité ma seconde partie. Donc simplement, une considération d'ordre psychologique. Si l'expression elle-même
valeur de la République est peut-être reconnue ou doit être reconnue par tous les enfants. Sans doute, si l'on veut être un tant soit peu réaliste, du CM1 jusqu'à la classe de terminale. Il n'est en revanche pas certain que les valeurs elles-mêmes et leur contenu soient clairement identifiés et véritablement connus, voire tout simplement identifiables, notamment par les enfants âgés de moins de 11 à 12 ans en moyenne, si l'on s'en tient à la classification de Piaget, pour qui, je cite, les structures opératoires formelles commencent à se constituer vers 11-12 ans. En gros, les concepts. Je cite Piaget dans l'épistémologie génétique de 1972, page 51. En gros, comment voulez-vous que des enfants comprennent ce que c'est que des valeurs de la République? Si alors on peut leur expliquer, bien sûr, mais c'est compliqué. Surtout que dans les programmes scolaires, je parle là de l'école élémentaire, si on regarde dans le détail les programmes scolaires, il y a un grand flou sur ce que sont les valeurs de la République. Et la principale difficulté, si on se place du point de vue, d'un point de vue juridique, la principale difficulté, c'est qu'il y a une grande confusion, notamment du point de vue des déclarations de droits, par exemple. On juxtapose comme si on juxtapose la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte de l'environnement. On juxtapose comme si toutes les déclarations avaient le même statut, alors que, juridiquement, ça n'a strictement rien à voir. Et ça pose véritablement un problème de fond qui est important. Alors certes, on peut faire découvrir progressivement les choses aux enfants. Mais le problème, si on commence à apprendre aux enfants des idées erronées qu'il faudra par la suite désapprendre. Enfin, voilà, c'est quand même très problématique. Et là, je ne cite qu'un exemple parmi d'autres. Alors, le gros problème, c'est qu'il n'y a aucun enseignement juridique, sauf exception, dans le système scolaire français. Il y a une lueur d'espoir que j'ai découverte, oui, la lueur, par hasard, en préparant mes premiers cours pour l'INSPE. Ex-INSPE, ex-IUFM, ex-École de droit. Je suis tombé sur une lettre du ministre Blanquer et une lettre conjointe, signée conjointement par le ministre Blanquer et le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qui ont envoyé à tous les recteurs début février 2020 un courrier pour les inviter à réfléchir à la manière d'introduire dans les établissements, à la fois écoles et collèges et lycées, l'enseignement du droit constitutionnel. Et avec comme référent le recteur de la Martinique, qui est Pascal Jean, que vous connaissez peut-être parce qu'il était professeur de droit constitutionnel à Sciences Po Bordeaux. Peut-être que ça dit quelque chose à certains d'entre vous.
Et du coup, comme ça tombe en même temps que ma migration partielle vers l'INSPE, j'ai pris contact avec lui parce que ce qu'il fait lui à l'échelle nationale, bah, ça correspond un petit peu à ce que je fais moi, les mains dans le cambouis, quand je vais dans les classes ou je plonge dans les programmes scolaires. Et donc, on s'est entretenu et donc ça, c'est plutôt intéressant. Et en fait, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et au niveau seconde, j'ai regardé, par exemple, fichier du SCOL, il y a des choses qui bougent. Les fichiers du SCOL, je ne sais pas s'il y a des profs parmi vous, mais les fichiers du SCOL qui a été rédigé et qui explique correctement comment fonctionne le droit pour que d'autres profs puissent expliquer correctement comment ça fonctionne et que c'est les fichiers du SQL qui permettent aux autres profs de préparer leurs cours. Donc, ça peut commencer à fonctionner. Alors, par ailleurs, concernant cette expression valeur de la République, j'ai proposé au recteur Pascal Jean, en rigolant, mais j'étais quand même à moitié sérieux, qu'il pouvait parler au ministre Blanquer et aux inspecteurs généraux, qui pouvaient leur suggérer de se débarrasser de cette expression, notamment dans les programmes scolaires, et de leur suggérer autre chose. Par exemple, principe de la Constitution. Hein, au lieu de parler de valeur de la République, pour enlever ce caractère moral, strictement rien à faire dans la Constitution ou dans les programmes scolaires, hein, dans la mesure où, notamment, lorsqu'on parle de laïcité, lorsqu'on se réclame un État laïque, considérer qu'on est un État laïque et prôner les valeurs de la République, c'est s'ériger en tant qu'État, c'est s'ériger ou c'est prôner une religion d'État. Et c'est en ce sens-là que dans mon résumé, j'écrivais de manière un peu polémique que l'État, en proclamant des valeurs de la République, se mettait lui-même hors la loi. On ne peut pas prôner des valeurs de la République et en même temps se proclamer un État laïque. Sinon, on érige une religion d'État. Et donc, il faut absolument bannir cette expression et tout simplement parler, par exemple, de droits et libertés fondamentaux de la République ou de principes constitutionnels de la République et rester neutre. On n'est plus au 19e siècle, on peut être tout simplement un État, une démocratie constitutionnelle du 21e siècle. Alors justement, et je dépasserai de 3 minutes pour résumer ma deuxième partie en 3 minutes du coup. Donc l'idée du deuxième temps de mon propos, au-delà de cette critique de l'expression valeur de la République, qui dénote une crise profonde, une crise, un conflit de valeurs. Ce que je disais tout à l'heure, le fait de devoir répéter sans cesse cette nécessité ou ce retour aux valeurs de la République, ça témoigne justement
qui dit que les valeurs de la République ne sont pas acceptées. Donc il y a une véritable nécessité, et c'est l'objet de ma deuxième partie, de refonder le pacte social par une constitution fondée sur le consensus et l'intégration. Et ce nouveau pacte social, que j'appellerai de mes voeux, il pourrait passer, c'est l'objet de mon premier temps, par une relecture de John Rawls, qui, à mon sens, propose quelque chose d'intéressant dans sa relecture de Benjamin Constant et de Jean-Jacques Rousseau, qu'il réconcilie en quelque sorte. Benjamin Constant ayant opposé les anciens et les modernes, se classant lui-même parmi les modernes et rejetant Rousseau. John Rawls fait en quelque sorte une synthèse de la liberté des modernes incarnée par Locke et les libertés individuelles et la liberté des anciens incarnée par Rousseau et l'égalité des libertés politiques, les valeurs de la vie publique, comme l'écrit John Rawls. Et donc ça, c'est le premier intérêt, à mon sens, de John Rawls, c'est de réconcilier les anciens et les modernes. Et le deuxième intérêt de John Rawls, c'est justement qu'il va définir les conditions de la stabilité du régime démocratique et justement de montrer comment on peut parvenir dans un régime libéral, qu'il qualifie de démocratique, mais ce dont il parle, c'est d'un régime libéral, en fait, où, à force de laisser se développer les idées libérales, on arrive à une pluralité maximale de doctrines qui peuvent être de plus en plus opposées. Hein. Donc, comment est-ce que peuvent coexister ces doctrines, ces idées, ces communautés d'idées opposées? Hein, c'est le pluralisme. Donc, le pluralisme, c'est à la fois une condition d'existence du régime démocratique, mais en même temps un risque pour sa stabilité. Et John Rawls montre que la solution, c'est la nécessité de ce qu'il appelle un consentement par recoupement. Le consentement par recoupement, comme fondement de ce pacte social, donc je me permets de vous citer un extrait. Je le cite pour essayer de vous montrer ce qu'il entend par consentement par recoupement. Le libéralisme politique est en quête d'une conception de la justice qui puisse obtenir l'appui d'un consensus par recoupement entre différentes doctrines raisonnables dans la société qu'elle gouverne. Donc, le libéralisme politique est en quête d'une conception de la justice qui puisse obtenir l'appui d'un consensus par recoupement entre différentes doctrines raisonnables dans la société qu'elle gouverne. Autrement dit, il considère que la démocratie, comme il la conçoit, est, je le cite, une union sociale d'union sociale et pour le traduire avec mes termes à moi,
je considère qu'il serait plus judicieux de réfléchir à la construction d'un pacte fondé sur l'adhésion de tous à une même constitution républicaine qui soit capable d'intégrer non pas l'universalité des valeurs de la République, qui est une pure fiction, mais la pluralité des valeurs de la société, mais qui ne soit pas érigée en principe juridique. Voilà, je m'arrête là. Donc, je n'aborderai pas la question que je souhaitais utiliser pour répondre à Jean-Marie, qui concerne la laïcité. Mais on pourra éventuellement y revenir dans les questions. C'est la question de la laïcité, qui me semble fondamentale également. Alors moi, je prône, mais parce que je suis, avant d'avoir été mouliné par l'école jacobine, j'ai été formé dans une école publique, dans une école communale catholique en Alsace. École publique, donc, communale catholique, hein, c'était le tampon que j'avais sur mes bulletins. École communale catholique, c'était une école publique. Hein. Donc moi, je suis pour, et c'était l'objet de mon deuxième temps, dans la deuxième partie, je suis favorable à une laïcité non fantasmée. Et donc, on peut faire un retour sur l'état du droit positif. Et Jean-Marie, vous souhaitiez une application stricte de la loi de 1905. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut y revenir. Vous verrez que si on fait une application stricte de la loi de 1905, vous verrez qu'il y a des choses qui vous déplairont peut-être. Merci Stéphane. Tu vas terminer? Oui, désolé pour les 10 minutes de dépassement horaire. D'accord, merci beaucoup. Moi, ça m'a évoqué la différence entre laïcité et laïcisme, pour quelque part résumer sans jeter le bébé avec l'eau du bain. Et effectivement, les concepts comme universalité, comme laïcité, c'est ce que je disais tout à l'heure, sont à la fois enthousiasmants et effrayants, parce que ce sont des mots valises, des mots fourre-tout. On met tout pour le meilleur et pour le pire, hein, on peut mettre tout et n'importe quoi, avec les dérives évidemment qui vont avec. Alors il y en a au moins 2 dérives importantes qui sont le populisme, et puis au pire sens du terme, hein, populisme. Et puis une espèce d'élitisme excluant, sélectif au pire sens du terme également, où l'on voit effectivement des mots qui ne sont plus qu'abstraits, qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité, avec l'humain lui-même, mais qui fonctionnent, qui structurent, et voilà, qui nous amène un petit peu n'importe où. Voilà, c'était ce que j'avais envie de dire pour résumer ce que j'avais compris et ce avec quoi je suis d'accord de ce que tu avais dit. Voilà. Les questions maintenant? Alors, on avait retrouvé Lynn hein, tout à l'heure. Elle avait juste un problème de micro. Et elle voulait dire qu'elle avait un petit peu un doute sur une Europe empreinte d'universalité dans la fusion Allemagne-France. Voilà. C'était pour Jean-Marie. Juste une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi, ce qui me gêne, c'est le raccourci que tu viens de faire sur le valeur de la République et religion d'État, enfin, ce qui sous-entendrait que ces valeurs de la République-là sont dogmatiques. Pour moi, la religion, ça impose des vérités dogmatiques.
Voilà, c'est ça qui me gêne un peu. Pour moi, les valeurs de la République, telles qu'on les voit, par exemple, aujourd'hui, elles sont présentes dans les écoles ou dans les collèges ou dans les lycées, c'est liberté, égalité, fraternité, laïcité, lutte contre le racisme, lutte contre toutes les formes de discrimination. Pour moi, ça a un sens. Moi, je veux dire que c'est clairement une action qui permet de réunir l'ensemble des enfants sur des valeurs communes, quoi, qui sont celles-là, quoi. Premier point. Deuxième point, sur la loi de 1905 et le retour aux sources. Moi, je dis ça, si vous voulez, par rapport à toutes les dérives qu'il y a eu depuis la loi de 1905, du 9 décembre 1905, sur cette loi. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas en permanence de revenir dessus, de rogner dessus. On voit aujourd'hui, par exemple, enfin depuis quelques années, les municipalités financent l'école privée, quoi. Donc, en fonction du nombre de citoyens de la mairie, alors qu'au départ, ce n'était pas le cas. C'est en permanence une lutte constante contre une base. C'est pour ça le retour à la base, ça permet de revenir à un point de départ qui est clair, qui est l'argent public pour le public, l'argent privé pour le privé. Alors je sais que ça déplaît, on nous traite de laïcat, etc. Mais pour moi, c'est les valeurs essentielles du fonctionnement de la République. Stéphane, tu réponds? Oui, je suis complètement d'accord avec toi, hein, enfin, sur le principe. Hein. Moi, c'est simplement pour apporter des précisions de détails. Par exemple, c'est par rapport à la loi de 1882, la loi précédente. Donc, il y a certaines dispositions que la loi de 1905 abroge, et il y en a d'autres que la loi de 1905 n'abroge pas. Donc ça, c'est assez intéressant, mais c'est peut-être du détail, hein, mais parfois, c'est dans les détails que se cache le diable, justement, qui n'existe pas non plus, même. Enfin, qui existe peut-être, selon les croyances. Donc, par exemple, bien sûr, l'article 1 de la loi de 1882 est abrogé et il est remplacé par l'instruction morale et civique. Hein. Donc, il n'y a plus d'instruction religieuse, on est d'accord. Par contre, l'article 2, alinéa 2 de la loi de 1905 n'abroge pas la loi de 1882. Et en principe, il n'y a pas d'aumônerie dans les écoles publiques, sauf si les parents le demandent. Je ne sais pas, je sais pas si c'est intéressant ou pas ce que je dis. On va peut-être passer à une autre question. Ouais. Ou Jean-Marie voulait répondre? Non. Non. Lisiane voulait poser une question alors. Il y a un problème de micro aussi. Ah oui, c'est pas voilà, ça y est, c'est bon. Ah, super. Voilà. Donc, ce que j'ai entendu, donc c'était tout au début sur les valeurs et la morale qui ne sont pas identiques. Ça parlait du séparatisme et donc, bon, clairement, ça parle du monde musulman et le nôtre. Hein, on va être clair. Et ben, je ne suis pas d'accord. Moi, je crois qu'il y a les valeurs sont universelles. Il y a des valeurs universelles. Et puis après, il y a des sensibilités différentes. Par exemple, si on prend cette histoire du blasphème, par exemple, c'est pour moi une sensibilité. Ce n'est pas une différence de valeur, c'est une différence de sensibilité. Par contre, la valeur qui nous réunit, c'est qu'on ne tue pas les gens. Voilà, ça c'est une valeur universelle
qui va même au-delà des valeurs de la République. Hein, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, après, ce que je voulais dire aussi, j'ai bien compris, c'était quand même très, très haut perché, mais j'ai bien compris l'idée, pas de la religion d'État, ça c'est peut-être un peu, mais enfin que les valeurs de la République ne doivent pas être érigées dans la Constitution. C'est ce que j'ai compris. Mais par contre, moi, la question que je pose, comment se protège-t-elle alors? Comment se protège-t-elle la République? Parce qu'il faut bien penser à ça quand même. On n'est pas dans un monde où il ne faut pas se protéger. Et puis la dernière chose que j'ai repérée, parce que c'est quelque chose qui me choque énormément, effectivement, moi je rejoins Monsieur Matisson, je suis laïcarde, vraiment. Alors que j'ai une sensibilité catholique, mais je suis laïcarde. D'ailleurs, ce n'est pas opposable. Ça ne s'oppose pas, ça va très bien avec. Et cette faille de l'Alsace qui vient de son histoire compliquée quand même, cette faille de l'Alsace, je ne comprends pas qu'elle soit encore en place. C'est-à-dire que dans l'école publique, il y a la religion qui soit étudiée. Voilà, c'est les trois choses que je voulais dire. Voilà. Alors, dans l'ordre, alors la première, alors juste, vous pouvez me rappeler la première Sur les valeurs et la Oui, morale. la valeur et la morale et la sensibilité. Alors, Oui. Alors, alors les deux premiers points vont peut-être ensemble. Ne pas tuer, oui. Oui. Oui, oui. Alors si, c'est moral. La valeur, c'est quelque chose de moral. Ne pas tuer, c'est un précepte moral, d'ordre moral. Oui, mais c'est ce que vous disiez. Vous disiez que Oui. la morale fluctue suivant, effectivement, les populations, les endroits. Et je ne Oui, crois pas. mais alors, là, vous parlez ou… Non, je Ah, vous écoute. d'accord, parce que je ne vous vois pas en fait. Je vois pas. C'est comme si vous étiez Mais masqué. parce que je suis petite, attendez, Ah, voilà. pardon. Non, excusez-moi. Non. Oui, non, il y a des préceptes moraux qui sont communs à toutes les religions ou à toutes les morales. Ça, c'est évident. Et après, il y a effectivement des variations selon les civilisations, selon les cultures. On est d'accord. Ça, c'est évident. Hein, c'est évident. On est d'accord là-dessus. Par contre, je pense qu'il y a eu un malentendu sur la question de la protection. Bien entendu qu'il faut protéger et mettre dans la Constitution les libertés, les droits et les libertés fondamentaux. C'est tout à fait évident, c'est ce que je disais quand je proposais une solution alternative, c'est-à-dire qu'il fallait éviter de parler de valeurs républicaines ou de valeurs de la République et qu'il fallait parler au contraire de droits et libertés fondamentaux ou de principes constitutionnels de la République. En fait, ce que je remets en question, ce n'est pas la protection des droits et libertés, au contraire, il faut les protéger il faut les mettre dans la Constitution. Par contre, il ne faut pas les qualifier de valeurs. Parce que si on les qualifie de valeurs, on considère qu'il s'agit de préceptes moraux. Et si on les considère que c'est de la morale, on affaiblit leur protection. Parce qu'on risque de les relativiser. Parce que si on les relativise au regard des autres, entre guillemets, ou de ceux qui ne se considèrent pas complètement comme faisant partie de la République, à ce moment-là, ils perdent en force, du moins symbolique. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est plus clair. Je me suis peut-être mal exprimé. Il y a une question d'André. André? Et moi aussi. Sinon, je veux bien le micro, André.
Le micro. C'est bon. Voilà. Excuse. Sur l'universel, je vous suggère de lire le livre que j'ai chroniqué hier sur la Clé des Ondes, qui s'appelle La pensée blanche et qui est un livre de Lilian Thuram et qui montre à quel point la prétention occidentale à l'universel a été manipulée. Et je pense que c'est encore ce que nous connaissons aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autant plus une injonction à respecter les valeurs de la République que la République est à l'opposé de ces valeurs, en particulier dans l'aggravation considérable des inégalités sociales. Et au moment où il y a cette explosion des inégalités, on prétend imposer, inculquer aux gens des valeurs qui sont par définition bafouées. C'était juste une remarque. Oui. Merci. Est-ce que je peux réagir à la remarque? Oui. Oui. Et ça va dans le sens aussi de l'universalisme de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que la République impériale bonapartiste du Premier Empire a exporté. C'est ce qui me frappait quand j'ai étudié les constitutions, les senatus consultes de l'Empire, du Premier Empire. C'est de retrouver dans les constitutions impériales le terme république. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui réussir à se départir de cet universalisme hérité de cet universalisme et de ce juste naturalisme, c'est-à-dire quand j'ai employé le mot de juste naturalisme, c'est le caractère de droit naturel, c'est-à-dire le fait que nous disposons de droits par nature. Alors, je ne dis pas que c'est faux, hein, bien sûr. On a par nature et parce qu'on est des hommes et des femmes des droits. Et ça a été très très important à un moment de l'histoire, donc au moment des Lumières pour nous, hein, et ensuite au moment de la Révolution française, ça a été extrêmement important que des femmes et des hommes l'affirment, le déclarent et l'écrivent dans un texte qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Mais en soi, ce texte n'avait aucune valeur juridique. Et c'est ce qu'on oublie souvent d'expliquer aux Qui parle maintenant? Non, continue tout seul, Et ce qui est important aujourd'hui, c'est plus tant de dire que nous avons, enfin c'est important de le rappeler quand on fait de la philosophie, hein, c'est important de rappeler qu'il y a des... Mais pour que ces droits soient effectifs et pour la reconnaissance de ces droits, il faut passer un autre cap, c'est-à-dire qu'il faut que ces droits rentrent dans ce qu'on appelle le droit positif, le droit applicable. Et pour ça, il faut expliquer, par exemple, aux élèves que les droits de l'homme et du citoyen, en tant que déclaration, ça ne vaut rien du tout. C'est parce que le juge les a interprétés les uns après les autres qu'ils ont obtenu une véritable effectivité juridique. Alors,
Oui, pardon. Attends, juste 2 secondes, Dominique. Dominique veut prendre la parole. Je voulais juste rappeler ce que disait Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, c'est bien connu. Et à propos justement de ces mots valises, je pensais à la République du Congo, la République démocratique du Congo. Voilà, pour dire que les mots veulent tout dire. Bonjour le Zaïre, n'est-ce pas? Et voilà, Dominique. Oui, non, c'est quelques réflexions là, par rapport à ces sujets qui sont toujours difficiles à s'approprier. Moi, j'ai envie de rappeler quand même, et évidemment, Stéphane le sait bien, et Jean-Marie aussi, c'est que la loi est avant tout un compromis social historiquement situé. Ça n'est jamais quelque chose de naturel. Et deuxièmement, c'est la même chose pour les valeurs universelles qui sont aussi des constructions humaines et sociales, et donc là encore historiquement situées. Et donc dans un creuset, je dirais, de construction humaine. Parce que si on ne rappelle pas ça, eh bien on est, je dirais, dans des abstractions, donc dans des phénomènes qui laissent libre cours, je dirais, à l'imaginaire, ce qui est tout à fait bien, ce n'est pas le problème. Mais de remettre un petit peu cette dimension m'apparaît tout à fait importante pour justement éviter les glissements moraux ou parce que la question du rapport entre morale et politique, bon, on ne va pas avoir le temps d'explorer ces dimensions-là, mais ce sont des choses tout à fait importantes et qui, justement, ont des effets sur la manière dont une loi, et je partage, Stéphane, mais dont une loi peut être interprétée par le juge lorsqu'elle se met en application, et donc, ou lorsqu'un citoyen conteste éventuellement par des actes ou des pratiques sociales ce que la loi a normalement écrit. Mais il y a un moment donné où il faut passer, je dirais, à un débat entre ce qu'a pu faire la personne, l'individu ou le groupe, et puis ce rapport qui s'établit avec la loi, qui a été construite à un moment donné historique, qui répondait à une situation donnée. Et la question, après, dans les débats que nous avons, c'est de savoir si, dans notre société, celle de 2020, eh bien, le cadre juridique qu'on s'est donné continue à répondre ou pas aux problématiques d'aujourd'hui, pas celles de 1920, je veux dire, ou de 1905. Ce qui, effectivement, nous amène à réfléchir sur la pertinence et en tout cas comment on doit retravailler en permanence ces questions. Et c'est le même problème sur le terrain éducatif, c'est-à-dire que ces enfants, ces jeunes qui sont en train de se construire, évidemment, c'est assez compliqué parce que eux, ils sont dans des bains moraux, idéologiques, familiaux, dans un secteur qui construit déjà, je dirais, des contenus ou des représentations de ce que peut être la fraternité, l'égalité, etc. Et selon, évidemment, la position sociale que l'on a, ça ne va pas avoir tout à fait le même sens. Et après, on retombe sur, effectivement, comment on va construire, je dirais, d'une manière partagée, un commun qui va nous permettre de vivre ensemble. Parce que sinon, on a un petit souci. Alors, le problème, c'est qu'on a plusieurs attitudes par rapport à ça. Je m'excuse d'être un peu long, mais c'est que soit on impose les choses par la loi, en disant, ben voilà, c'est écrit et puis basta, c'est la pire des choses, parce qu'on n'aide pas non plus l'enfant ou l'adulte en construction à s'approprier, je dirais, la démarche intellectuelle ou la construction humaine et sociale qui a permis d'aboutir à ce compromis, qui n'est jamais qu'avant tout un compromis que l'on a fait à un moment donné pour répondre à une situation politique donnée. Donc voilà, c'est de rappeler en permanence. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans mon travail professionnel et dans mon activité syndicale, j'étais en permanence confronté à mes collègues cadres administratifs ou dirigeants de l'université qui ramenaient sans cesse la loi, etc. Mais je suis désolé, la loi, c'est quoi? Si on ne revient pas au fait que c'est un compromis social, eh bien, on va avoir un rapport justement à la notion de liberté et à la notion de consentement que tu as évoqué
Stéphane, construire du consentement, c'est soit une aliénation supplémentaire, parce qu'on n'a pas la maîtrise de ce à quoi on consent, soit, soit un élément de compréhension et de liberté. Mais souvent, malheureusement, c'est une aliénation supplémentaire. Donc voilà comment on fait pour libérer, je dirais, enfin, construire, je dirais, des espaces qui vont nous permettre d'aborder ces questions à la fois d'une manière dépassionnée, démoralisée, au sens où tu l'as évoqué, hein, et donc pour reconstruire ensemble une rationalité partagée, parce que voilà, souvent il y a aussi à voir avec l'imaginaire, avec le sensible, et donc forcément tout ça est bien compliqué. Mais en tout cas, je vous remercie à tous les deux de nous avoir apporté des éléments de réflexion et de positionnement et de compréhension. Et puis peut-être avant de terminer, justement, une petite réaction de tous les deux, hein, pour au moins terminer cette séance. Qui c'est qui veut commencer? Ben, on va faire peut-être Jean-Marie, et puis après Stéphane, tu termineras. Par rapport à la loi, moi, ce qui me semble important, j'ai été confronté à un procès important, et je me souviens que, au-delà de la... Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Dominique, hein, sur la construction de la loi qui est un compromis, etc. Mais il y a quand même une alternative qui me semble importante, c'est que le juge qui dirige et qui met en place ou en action, en activité les lois, il agit aussi en conscience, c'est-à-dire que c'est toujours par rapport à sa conscience individuelle qu'il applique la loi. Et ça me semble quelque chose d'important. Moi, ce qui me semble important dans tout ce qu'on a dit, c'est, ça a été évoqué, on ne peut pas parler de valeurs si on n'a pas les bases pour... je suis d'accord avec ce qui a été dit, il ne faut pas transformer les valeurs en dogmes, et il faut permettre justement à la personne qui reçoit ces valeurs, puisque enfin, pour moi, à l'école, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui est important, et c'est peut-être une des solutions que j'avais évoquées dans ma première intervention, c'est la formation à la laïcité. C'est-à-dire que si on apprend et si on forme à la laïcité, qu'est-ce que c'est que la laïcité? En quoi ça consiste? Comment ça permet de vivre ensemble? Comment ça permet à chaque enfant ou à chaque individu même, parce qu'au-delà de l'enfant, c'est tous les individus, de penser par eux-mêmes, d'avoir une liberté totale de penser, indépendante, construite et efficace, on va dire. Ça me semble être la base, c'est-à-dire que l'enseignement sous-entend une école de formation des enseignants, une école de formation des enseignants et des enseignants qui vont justement former les personnes, et obliger dans tous les diplômes délivrés par la République, que ce soit celui d'un enseignant, d'un professeur, d'un agent de la fonction publique, etc., à intégrer dans ses épreuves une épreuve sur la laïcité. Pour moi, ça permettrait de pouvoir construire et vivre ensemble ce qu'est la laïcité. Stéphane? Oui, alors je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marie sur l'importance de la formation. C'est vraiment primordial sur la formation à la laïcité, et puis l'idée d'intégrer une épreuve dans les concours me semble effectivement une excellente idée. Ensuite, sur l'application de la loi de 1905, sur laquelle vous aviez insisté, me semble également très importante. Ce sur quoi je voulais insister aussi, et ça rejoint ce que tu disais, Dominique, sur l'importance du contexte, alors non seulement historique, mais aussi de la prise en compte du contexte actuel dans lequel jugent les magistrats lorsqu'ils tranchent des litiges, et notamment le juge administratif lorsqu'il prend des décisions. Et du coup, notamment le Conseil d'État, lorsqu'il a affaire à l'application de la loi de 1905. Donc, il prend
effectivement, alors il n'est pas censé juger en opportunité, c'est-à-dire il n'est pas censé prendre en compte la situation politique, en principe. Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Et il faut dire que les décisions qu'il a rendues, notamment en 2011, vont dans le sens d'une possibilité de financer indirectement les cultes, notamment pour la création de mosquées, pour l'abattage rituel, donc en interprétant la loi, parce que le juge a cette possibilité d'interpréter la loi. Hein, c'est ça aussi. Donc la loi est appliquée, hein, la loi de 1905 est appliquée, mais avec une marge de manœuvre et une prise en compte du contexte historique, enfin du contexte politique. Hein, et le contexte politique, c'est quoi? C'est effectivement la prise en compte de la réalité du terrain que l'on connaît. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie Nadine pour son animation parce que c'était pas facile. On lui a proposé un challenge. Je remercie donc Stéphane et Jean-Marie pour leur contribution. Et puis, je vous souhaite bon appétit. Et puis, rendez-vous à 14h pour ceux qui souhaiteront continuer à partager, à réfléchir ensemble sur un certain nombre de questions comme l'État-nation, régionalisation et mondialisation, colonialisme et émancipation. Vous voyez, les terrains sont larges, mais voilà, on continuera ensemble. En tout cas, merci et puis à très bientôt, j'espère, pour la plupart d'entre vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tout le monde.